Voilà. Ça commence à arriver tout doucement. On sera bien sûr assez nombreux aujourd'hui. Déjà un grand merci à tous ceux qui sont déjà connectés. Je vais déjà inviter donc Jean-Christophe Depré sur la scène, qui interviendra ensuite. Hop. Ah. Bonjour. Salut. Je vois qu'il y a eu un petit problème, donc beaucoup de gens ont été éjectés de la session en fait. Ah oui, ok. C'est un petit bug de la Bonjour plateforme. à tous. Je vais donc prévenir Laurie et Lucrezia. Ok. Normalement, il n'y a pas de limite, hein, je pense. Non, non, mais ça arrive. Parfois, on se fait éjecter de la session. Il suffit de se reconnecter. Hein. Quand ça vous arrive, pas de souci. Donc ici, je vois que... Oula. Effectivement, il y a des... je vois que dans la session, je vois qu'il y a pas mal d'attendees, mais peu de personnes dans la session, effectivement. Oui, oui. On va attendre un petit peu que d'autres... J'ai remis un petit message, donc pour vous informer, il n'y a plus de bouton pour rejoindre. Ok. Mm-hmm. Il n'y a plus... Est-ce qu'il faut... Normalement... partager le lien, peut-être? Non, c'est le même lien, en fait. Il n'y a pas de lien. Le lien ne change pas, ouais. Pas de bouton pour rejoindre. Je vais mettre la session en pause et relancer la session. Hop. Mm-hmm. Oui, donc il faut peut-être mettre... Tout d'un coup, la luminosité derrière moi, c'est... Voilà. Ah, mais voilà, en fait, Session Attendees, maintenant, ça remonte. Ah, voilà. Il fallait, à mon avis, rafraîchir. Voilà, donc... information à tous ceux qui se sont fait éjecter, malheureusement. Ça peut arriver, c'est malheureusement un petit bug. Hein, la plateforme est pas encore très vieille, hein, c'est une jeune plateforme. Et donc, voilà, faut pas hésiter à rafraîchir de temps en temps si vous n'avez plus accès aux options et à vous reconnecter. Il n'y a pas de souci. Tant que vous n'êtes pas sur la scène, ça n'entame en rien la qualité de la conférence. Bérangère, dis-moi quand tu penses qu'on peut rebondir. Je pense que... A priori, tout le monde est dans la session maintenant, donc... Ouais. Il y a encore une vingtaine de personnes qui se promènent, mais je propose en effet qu'on commence et que Laurie éventuellement et Lucrezia continuent à retrouver les gens pour les amener jusqu'ici. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Un grand merci à tous et à tous pour votre participation aujourd'hui, donc en tant que simple auditeur ou en tant qu'orateur. Donc voilà, je suis Bérangère Niou, chercheuse au CETIC. Je serai donc avec mes collègues Lucrezia et Laurie votre hôte pour cette matinée. Et nous sommes ensemble ce matin pour parler des nouvelles organisations qui sont apparues suite à la crise sanitaire ou qui ont été propulsées
est mise en avant par cette situation. Le but étant, en fait, pour nous, de transformer toutes ces nouvelles contraintes qui sont apparues ces derniers mois en opportunités. Je vais faire un rapide rappel de l'agenda et ensuite, je passerai la main à mon collègue Jean-Christophe qui vous parlera un peu plus en précision du contexte de cette initiative. Donc, en premier lieu, donc Monsieur Bruno Schröder de chez Microsoft vous donnera quelques points de lecture de cette nouvelle organisation du travail et de l'entreprise via le numérique en général. Ensuite, vous aurez l'occasion de rejoindre, et on vous l'expliquera par la suite, 3 salles thématiques qui dérouleront en fait grâce à 4 orateurs pour chacune des thématiques, des expériences, des retours d'expérience et des expertises vis-à-vis de ces nouvelles organisations du travail. Et enfin, donc là, Bérangère, oui. Il faudra que les participants choisissent. Ils n'auront pas, malheureusement pas la possibilité de. Mais je pense qu'on peut changer de salle. Si quelqu'un est intéressé, il peut picorer à gauche, à droite. Oui. Voilà, j'expliquerai un peu plus à la fin de l'invention de Monsieur Bruno Schröder la façon dont vous pourrez naviguer entre les différentes sessions. Afin de suivre les orateurs que vous aurez envie, qui vous intéresseront. Donc, vous avez eu accès, bien sûr, aux différents agendas lorsque vous êtes inscrit. Je vais peut-être rappeler rapidement les 3 thématiques. Donc, pour cela, je vais partager mon écran. Voilà. Voilà, donc la première thématique qui fera l'objet de retour d'expérience, c'est la gestion des ressources partagées. Donc quand on parle de ressources, on parle aussi bien de ressources immobilières, de salles, de bâtiments qu'on peut se partager entre partenaires via également des systèmes de coworking, mais également des ressources comme la mobilité, comme des ressources, des services. Voilà, donc ici, par exemple, la plateforme Dr Anytime vous propose de partager les services aux médecins, de partager leurs services et aux patients, bien sûr, d'avoir accès aux services des médecins. Et voilà, donc ça, ce sera pour la première thématique. La seconde thématique, attendez, parce qu'à chaque fois il faut rouvrir, parlera de l'organisation et de l'animation des activités collaboratives. Donc, quand on parle d'activités collaboratives, on parle bien sûr de workshops, de séminaires, de grandes conférences comme celle d'aujourd'hui. Voilà, nous sommes un cas pratique de cette thématique. Et voilà, et donc vous aurez l'occasion également d'entendre différents intervenants comme les hubs, que ce soit le TRAC ou le hub de Charleroi, la plateforme Assisca qui propose justement une animation des grandes entreprises de Carolo, et Madeleine Barquette qui fait de la mise en commun de l'écosystème entrepreneurial de façon générale. Et enfin, la troisième thématique. Hop. Ici, elle est un peu plus hétérogène. On parlera du télétravail sous toutes ses formes, avec des aspects de collaboration à distance, encore une fois, grâce à l'expérience de Thomas Hyperon, mais aussi de l'enseignement, du travail, de tout ce qui concerne les risques liés au travail et donc la transposition au télétravail et aux nouvelles formes d'organisation du travail, et la ville de Charleroi qui nous fera un retour sur le télétravail dans un service public, tout simplement. Voilà, donc pour un retour rapide sur les thématiques et sur l'agenda. Et enfin, Robert Wieser, professeur à l'Université de Mons, nous apportera son point de vue en tant que chercheur et enseignant vis-à-vis de tous ces sujets et ces problématiques, mais aussi ces opportunités qui apparaissent. Pour faire rapide, je pense que vous avez déjà tous pris en main assez facilement la plateforme. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, voilà, pour des aspects peut-être plus généraux, voilà, dire bonjour. Voilà, tout le monde s'est dit bonjour, c'est parfait. Mais si vous avez des questions au niveau des orateurs, n'hésitez pas plutôt à utiliser l'onglet questions, qui est à la même place que le chat.
Et comme ça, on pourra plus facilement suivre ces questions. Et éventuellement, vous pouvez voter pour les questions qui vous semblent les plus intéressantes. De cette façon, nous, on essaiera de remettre en avant, quand on a le temps, les questions les plus intéressantes pour chacun. Bien sûr, chaque orateur pourra ensuite prendre la peine de éventuellement répondre aux questions par écrit si on n'a pas eu le temps de passer par toutes les questions intéressantes. Donc pour être sûr ici, en fait, c'est en haut à droite. Voilà. Vous avez 3 petites icônes et l'icône de gauche vous permet d'avoir un feed, Q&A et aussi de lever la main. Voilà. Donc notamment, le feed, c'est un peu le chat global et si vous avez des questions plus particulières, vous pouvez aussi choisir l'onglet questions. Voilà. On évitera peut-être d'utiliser aujourd'hui l'onglet, l'option de lever de main parce que nous sommes très nombreux, donc ça va être difficile. Bon, on veut pas non plus trop dépasser le temps qui est imparti. On sera déjà parti sur une grosse matinée, donc on espère malgré tout que les échanges seront intéressants. Vous aurez l'occasion aussi de réutiliser, de repartir sur dans le lounge et de vous asseoir aux tables donc il y aura une pause au milieu des présentations plus thématiques. Et également, à la fin, on laissera le lounge ouvert, donc n'hésitez pas à vous en servir pour networker et même poser des questions plus précises, plus longues et discuter avec les orateurs qui seront encore présents et qui, je ne doute pas, seront heureux de partager leur expérience avec vous tous. Et bon, contrairement à la vie réelle, là, quand on s'assoit à une table, on entend les orateurs assis à la table, enfin les autres participants à la table, mais on n'entend pas le bruit de fond des autres tables. Voilà. Mais bon. C'est peut-être pas plus mal. Voilà, donc je propose maintenant à Jean-Christophe de vous expliquer un peu le contexte de cette initiative et puis nous débuterons les présentations de chacun. Voilà. Oui, bonjour à tous. Merci effectivement d'être tous présents, c'est vraiment super. Et merci surtout à Bérangère, Lucrezia et Laurie d'avoir vraiment de main de maître concocté un bel agenda. D'ailleurs, je m'excuse aussi auprès de toutes les personnes qui auraient voulu pouvoir participer, mais malheureusement, comme Bérangère l'a dit, c'est déjà une matinée complètement paquet de super interventions. Et bon, voilà, il y a eu d'autres acteurs qui auraient peut-être voulu pouvoir intervenir. Ce qu'on espère vraiment, c'est que dans le futur, ce type d'atelier puisse finalement, parce que ça devienne presque une organisation annuelle et éventuellement qu'il puisse même s'amplifier si c'est pertinent. Hein. Donc voilà, en fait, pour recontextualiser un tout petit peu les choses et la genèse de tout ceci, je vais vous partager un écran. Donc en fait, le CETIC participe à un projet qui s'appelle Wally Cities. Donc je vais vous partager mon écran. Et donc j'espère que Bérangère, confirme-moi que tu vois bien mon écran. Oui, Bérangère, tu confirmes? Je confirme et tous les participants confirment également. Effectivement. Donc voilà, parfait. Donc ici en fait, donc Wally Cities est une initiative d'un projet FEDER qui est donc de la période FEDER passée, donc c'était les fonds européens 2014-2020. Et donc nous avions en fait déposé, et ce projet a commencé littéralement seulement en 2016. Et en fait, il rassemble 4 centres de recherche qui sont Multitel, Cenero, CETIC et CIRIS, autour du concept de la Smart City et de la Smart Région. Et pardon, dans ce contexte, il y a un cadre global par rapport à une valorisation en pan plutôt, on va dire, économique, donc s'assurer qu'il y ait une sorte de pérennisation de toutes les activités, avec des grappes plutôt thématiques. Vous voyez au centre Wally Citiescom qui regarde et explore des dimensions de l'infrastructure, comment connecter l'infrastructure de la Smart City. Il y a eu des grappes liées à l'énergie, donc dans la Smart City, comment bien gérer l'énergie dans les bâtiments, notamment les réseaux de chaleur ou
ou d'énergie, sur la gouvernance, donc là, qui résonne plutôt sur comment avoir une bonne gouvernance liée à l'open data surtout, et finalement au partage de la donnée. Une thématique liée à la mobilité, faciliter la mobilité, et cette dernière thématique qui concerne finalement, qui nous concerne ici surtout, c'est donc Wallis-Cities, donc une grappe sur le bien-être citoyen. Et le citoyen est une personne multicasquette qui de temps à autre est un travailleur, mais aussi fait partie d'une famille, participe à des activités de loisirs, des activités culturelles, fait partie d'associations et autres. Et donc, comment peut-on effectivement se reposer sur les technologies du numérique, notamment pour aider à ne pas devenir schizophrène dans ce monde où on a 36 casquettes et on doit des fois les porter un peu plus que une à la fois. Et donc voilà, donc ce contexte a fait qu'on réfléchissait déjà nous à la base, avant cette crise sanitaire, à tout ce qui peut aider le citoyen dans cette nouvelle organisation du travail et où le numérique est de plus en plus présent. Et donc nous avons regardé à toute une série d'initiatives. On n'est pas juste dans le cadre purement télétravail. Ici, on est effectivement, comme Bérangère vous l'a dit, il y a le partage de ressources, l'organisation d'événements, et tout cela aurait pu se passer dans un cadre présentiel, distanciel ou un mixte hybride entre les deux. D'ailleurs, et donc dans le cadre de Wallis-Cities, il y a les grandes villes wallonnes qui participent en tant que marraines de l'initiative et donc c'est dans ce cadre-là, et je remercie vivement la ville de Charleroi qui nous a vraiment encouragé à aller dans cette direction, et notamment l'échevin Éric Goffard et le directeur général de la Seine-Mazouz qui nous ont vraiment encouragés et dit qu'ils trouvaient que c'était une initiative assez intéressante de porter cette initiative sur les nouvelles organisations du travail et la vie du citoyen dans la cité. À côté de ça, nous avons dû rester fort agile. On ne savait pas, donc quand on a organisé cet événement, on a lancé des discussions déjà il y a bien longtemps, courant de l'été, et même avant cela. Et en fait, on pensait au départ que ce serait en présentiel, et on avait un peu au départ imaginé des lieux phares de collaboration, notamment autour de CoStation, de Assiska et éventuellement du CETIC, qui offrent des endroits à Charleroi où les entreprises peuvent facilement se rencontrer et échanger. Donc avec CoStation, qui est un espace plutôt de coworking, Assiska, qui est un nouvel espace où il y a des gens permanents, mais des ateliers qui s'y organisent pour essayer de créer du présentiel. Et au CETIC, où nous avons aussi un bâtiment avec des endroits collaboratifs où les entreprises peuvent venir demander d'avoir accès à des salles de réunion, et nous ouvrons nos portes bien chaleureusement à ceux qui veulent venir au CETIC. Et donc, en fait, au départ, on pensait qu'on devrait gérer un événement potentiellement hybride et avec des gens en distanciel, en présentiel, dans ces trois lieux, et même essayer de revoir des transmissions possibles entre ces trois lieux pour que quelqu'un qui veut être au CETIC et qui aurait voulu assister à une des présentations de Assiska ou de CoStation ait pu le faire. Bon, on n'a pas, voilà, malheureusement, les choses ne nous permettent pas de dérouler cela. En même temps, on voit déjà que c'est assez compliqué finalement de gérer les choses. Quand tout le monde est en présentiel, pas de problème. Quand tout le monde est en distanciel, pas trop de problème non plus. Mais finalement, ce mode hybride reste encore très très problématique. Et donc c'est là que nous voudrions voir au fin de cet atelier un petit peu toutes les initiatives qui ont été déjà un peu lancées, discutées. Après d'ailleurs ces initiatives, il y aura d'autres ateliers, Bérangère vous en parlera, pour essayer de voir comment les technologies du numérique peuvent, sur des aspects plus ciblés par rapport à la déclaration de politique régionale, répondre à certains besoins climatiques ou certains besoins de formation, par exemple. Et donc tout ça, nous allons les explorer. Moi, ici, je vais peut-être aussi simplement vous repartager l'agenda. Oups.
en attendant. Donc, je pense, moi, avoir fait le point que je voulais vous faire, c'est-à-dire vous présenter un peu le cadre global et vous mettre bien en avant que tout ceci avait été initié grâce à Wallis-Cities. J'ai mentionné qu'il y aurait éventuellement d'autres ateliers. Donc, si vous êtes intéressé, Bérangère vous les rappellera et vous donnera les dates précises au moment où ces autres ateliers pourront se présenter. Et là, ce sera beaucoup plus focalisé sur une chose à la fois. Et donc voilà, ici, moi je vais Bérangère, repasser le relais pour la suite. Et de nouveau encore, merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci Jean-Christophe. Donc tu peux peut-être arrêter le partage de ton écran, comme ça. Et je vais donc te faire descendre de scène et faire monter Bruno Schröder en espérant que vous ne soyez pas de nouveau tous éjectés, mais donc même procédure que tantôt, réactualiser, n'hésitez pas à remonter sur scène, il n'y a aucun souci. Voilà. Parfait. Merci encore. Bien, Alors. Voilà. Bonjour Bérangère. Bonjour Bruno. Voilà. Donc apparemment personne n'a été éjecté, donc c'est très bien. Je te laisse la parole immédiatement et on verra si éventuellement on a quelques questions en cours de route. D'accord. Ça va, je suis pas certain que je verrai les questions en cours de route, donc s'il le faut, n'hésite pas à m'interrompre et à les poser. Je me cherche de la modération. Voilà, je vais partager mon écran et donc je ne sais pas ce qui va disparaître de la session Hermite. Alors, voilà. Bien, eh bien, le partage ne se fait pas. Je peux éventuellement partager ta présentation. C'est pas très pratique, mais. Alors, je vais essayer encore une fois. Voir ce que ça va donner. Voilà. Est-ce que ça marche maintenant? A priori, oui. Super, bien. Ouais, parfait. Non, c'est parfait. Bien, donc effectivement, je vais commencer cette journée par une introduction sur la transformation des organisations, sur les nouvelles organisations du travail et sur un peu ce qui se passe en matière de fond. Alors, tout d'abord, je vais rappeler que la transformation des organisations, ce qu'on appelait le New World of Work il y a encore quelques années, est quelque chose qui a démarré il y a probablement déjà 15, 16, 17, 18 ans. Chez Microsoft, c'est quelque chose que nous avons implanté en commençant déjà il y a 15 ans maintenant, en 2005, et le concept était déjà en circulation depuis plusieurs années. Je pense aussi le SPF Santé sociale, Santé publique, pardon, a lui aussi démarré quelque chose quelques années après nous, en 2007 ou en 2008. Et donc cette idée de travail à distance médiatisé par la technologie, en fait, nous a mis, je pense, dans une espèce d'état de surfusion. Hein. Ceux qui connaissent un peu ce statut physique, c'est quand un liquide est en dessous du point où il devrait cristalliser, c'est quand de l'eau est à -2, -3, mais n'a pas encore gelé. En fait, on était dans cet état-là pour les organisations du travail, puis tout d'un coup, il y a l'événement, le petit événement déclencheur qui fait que tout d'un coup, tout cristallise. Et ici, ça a été la crise du Covid, ça a été le confinement, et on a vu que toute une série de concepts et d'éléments qui étaient déjà prêts, qui étaient déjà en place, mais pas vraiment instanciés et pas vraiment mis en sorte, ont tout d'un coup brutalement cristallisé et ont introduit un grand changement.
Ce changement, alors je vais pas pouvoir éviter cette slide, il est basé sur la technologie, il est basé sur l'existence d'un ensemble d'outils. Je voudrais juste rappeler vraiment pour bien mettre en évidence des éléments fondamentaux qui font ça, la technologie, que ce soit le cloud ou la technologie des métiers à tisser, hein, si on remonte vraiment très très loin à Jacquard, elle permet de formaliser de la connaissance, quelque chose que quelqu'un connaît et de l'encoder et d'en faire quelque chose qui peut être explicité et qui peut être instancié. Ça peut être instancié d'une manière abstraite. Si je reviens de nouveau au métier à tisser, la compétence des tisserands a pu se mettre dans une série d'engrenages et de mécaniques qui ont pu automatiser le fonctionnement. C'est une abstraction, c'est une méthode qui permet de supprimer le problème d'accès à la complexité de la connaissance, et elle permet de remplacer les spécialistes par des généralistes, alors qu'on a besoin tant que cette compétence n'est pas formalisée, n'est pas utilisable, n'est pas instanciable, on a besoin de spécialistes qui la connaissent en détail pour pouvoir la mettre en œuvre. Là, quand on a un outil qui l'incarne, eh bien, tout d'un coup, on peut utiliser des outils qui ne sont pas des spécialistes pour faire pas la totalité du travail, les spécialistes gardent quand même une utilité, hein, heureusement, mais la plupart des tâches peuvent se faire avec ces outils. Et quand on arrive à connecter différents éléments ensemble, eh bien, on peut commencer à créer des effets réseau et rentrer dans des économies d'échelle qui peuvent devenir vraiment tout à fait considérables. Donc, une technologie mature, bien adaptée, elle va permettre de capturer un certain nombre d'éléments de connaissances, de les distribuer et de les mettre de manière répétitive à disposition de toute une série de personnes. Dans le cas qui nous concerne, la partie connexion, elle est basée sur l'existence du cloud. Je veux dire, ça a été vraiment l'élément fondamental qui a tout changé dans le confinement. La partie encodage et abstraction, elle est déjà dans le logiciel depuis très longtemps. Elle fait un bond qualitatif, si je peux dire, en termes de nature et en termes d'efficacité avec le machine learning, ce qui est derrière ce qu'on appelle l'intelligence artificielle maintenant. Et donc, l'existence du cloud et d'une infrastructure ici a été l'élément qui a permis cette cristallisation et cette transformation fondamentale dans le confinement. Donc, fondamentalement, ce qu'on voit, c'est que l'infrastructure n'est absolument plus une frontière. Comme auparavant, il y avait les murs, les bureaux, il y avait le réseau local, il y avait l'ensemble des environnements. Ici, maintenant, le logiciel est absolument partout dans notre vie. Et si je prends simplement un produit, un produit Microsoft qui gère ce genre de choses, eh bien, on voit que en 2 ou 3 ans, on est passé à pouvoir gérer la totalité des équipements qui sont sur le marché, pas seulement des PC, mais également des smartphones, que ce soit de l'Apple ou de l'Android ou quoi que ce soit, avec différents types d'environnements. En fait, on a atteint ce stade d'intégration technologique où finalement tout peut se retrouver dedans, indépendamment de la localisation. Nous avons également du logiciel partout. On a évidemment les grands habituels que tout le monde connaît, Amazon, Facebook, Netflix, mais je veux dire, la Maison du Cormoran, qui est un vendeur de jouets à Louvain-la-Neuve qui existe depuis 1992, a maintenant une boutique en ligne, une librairie à Waterloo, Graffiti aussi, bien établie. Et bien maintenant, on peut commencer soudainement passer à des achats en ligne. Ce concept de boutique en ligne, tout d'un coup, a vraiment pu s'introduire dans nos vies, à côté des grandes plateformes que nous connaissions. Et à peu près tout ce que nous devons faire à l'extérieur peut être maintenant médiatisé d'une manière ou d'une autre par du logiciel. Logiciel que nous avons l'habitude d'utiliser et qui a créé, en fait, une nouvelle compétence dans le socle culturel de base. Alors, dans nos sociétés, le socle culturel fondamental, c'était savoir lire, écrire, savoir calculer. Eh bien, ici, depuis quelques années, nous avons une compétence complémentaire qui est cette compétence de contribution. Nous sommes capables de rejoindre un fil Facebook, de voir de quoi on discute et de contribuer. Ça a été le Web 2.0, la partie contributive, il y a quand même déjà pas mal d'années. C'est la construction maintenant d'un nouveau champ où la vérité sociale se construit sur les réseaux sociaux, de plus en plus, parfois même dans les domaines controversés, en opposition à la construction de la vérité scientifique. On a ici d'autres champs dans lesquels nous avons pris l'habitude, non pas seulement de participer, mais d'être un participant actif qui apporte quelque chose, même si quand même une bonne partie des gens se contentent de retweeter ou de faire un forward ou de reposter des systèmes. Cette culture, elle est là.
Et donc, cette culture, cet élément culturel complémentaire de la contribution, ça a défini une nouvelle base qui est la base de surfusion dans laquelle nous nous trouvions, qui est la base dans laquelle la cristallisation a pu se passer et où on a vu apparaître d'autres modèles d'organisation. Le confinement a rendu cette apparition d'autres modèles visibles par tout le monde dans la vie de tous les jours, mais c'était déjà présent dans les organisations depuis un certain temps. Comme je vous l'ai dit, Microsoft, mon expérience personnelle chez Microsoft, elle remonte à 15 ans. Ma première expérience d'organisation de télétravail pour une de mes équipes, ça date de 96, donc c'est pas vraiment tout à fait nouveau. Et le concept fondamental que nous avons là, eh bien, c'est qu'on passe en fait d'un mode opérationnel de coordination hiérarchique organisé, top-down, avec un patron, avec du management, avec des contremaîtres qui contrôlent la manière dont le travail est fait, à une collaboration latérale dans laquelle différentes entités se synchronisent et se coordonnent indépendamment d'un mécanisme central, en fait. Je ne vais pas revenir sur la métaphore de la fourmilière, mais enfin, il y a quand même quelque chose de ça. Les fourmis savent ce qu'elles doivent faire, on n'a pas besoin de leur dire, et elles se synchronisent en échangeant des informations à travers des mécanismes. On est ici, évidemment, dans des modèles qui sont vraiment beaucoup plus sophistiqués. Hein. Je ne veux pas ramener nos organisations à ce modèle de la fourmilière, mais fondamentalement, on passe maintenant dans un environnement ou une culture où la collaboration est latérale. Ce que vous voyez se passer sur les réseaux sociaux, dans les mécanismes du Web 2.0 et les successions, c'est en fait un fonctionnement entre pairs dans lequel il n'y a pas spécialement d'autorité supérieure. C'est un mécanisme entre pairs qui collabore, qui échange des informations et qui arrive à mettre quelque chose en place dans un écosystème où il y a différents types d'intervenants avec des caractéristiques différentes, sans qu'il n'y ait particulièrement de hiérarchie ou d'autorité dedans. Alors, écosystème, alors j'ai repris ce dessin d'un écosystème forestier. Écosystème, ça ne veut pas spécialement dire un monde de bisounours où tout le monde est gentil. Hein. Je veux dire, on le voit bien dans la vie de tous les jours, mais dans les écosystèmes, je veux dire, il y a des lapins et des souris, et il y a des renards qui mangent les lapins et les souris. Donc, ce sont des écosystèmes qui ne sont pas stables. Il y a des relations qui s'installent sur base de l'échange d'informations, sur base de qui a le lead, qui est compétent, plus compétent que d'autres à un moment donné. Et donc, on est dans des environnements extrêmement dynamiques où certains éléments apparaissent, certains éléments disparaissent, où les relations de contrôle ou d'autorité peuvent changer vraiment dynamiquement, parfois même au cours de la journée. Donc, moi, je suis administrateur de la société Microsoft. Je suis également dans le comité de direction. Je suis un des managers. Et en tant qu'administrateur, ben voilà, je suis un des 3 administrateurs de la société. Néanmoins, dans toute une série de projets, je me retrouve sous les ordres et la direction de chefs de projet qui, en fait, me rapportent hiérarchiquement. Et ça n'a absolument pas de problème, c'est tout à fait normal, c'est parce que dans ce contexte-là, l'expertise et la compétence est chez eux, le temps nécessaire pour suivre les choses, pour avoir des relations avec le client, ah ben elle est chez eux aussi, et donc ce sont les mieux placés pour pouvoir coordonner le travail et dire à chacun ce qu'il doit faire, y compris à un membre de la direction qui doit apporter son input et qui doit réaliser ses actions au bon moment et dans le cadre qui convient pour la gestion globale du projet. Donc, écosystème complètement différent, pas pyramidal, mais interrelié, où chacun a un rôle à jouer à un moment donné et où ces rôles peuvent varier également au cours du temps. Ça, c'est vraiment cet état de surfusion dans lequel notre immersion dans le monde digital, dans notre vie personnelle et dans les outils nous a placés depuis plusieurs années et qui a déclenché maintenant. Alors, on l'a vu dans le cadre du Covid, mais c'est évidemment présent depuis pas mal de temps. Alors, si vous allez chez Vandenborre, accessoirement magasin en ligne, et si vous cherchez sur les machines à laver, les congélateurs ou d'autres choses, vous allez voir apparaître depuis quelque temps une nouvelle marque ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous avez prêté attention à leurs produits. Ailleurs, c'est un grand groupe qui a toute une série de produits. C'est un grand groupe chinois, en fait. Et c'est un groupe qui a fait l'objet d'une étude absolument fascinante par la Harvard Business Review, qu'ils ont appelée la fin de la bureaucratie. Et en fait, ça détaille comment une toute petite entreprise collectiviste chinoise, pas vraiment réputée pour la qualité de ses congélateurs dans les années 80, est devenue maintenant un grand groupe mondial, toujours dans le domaine de ces équipements de cuisine et de ménage, mais avec un mode de fonctionnement complètement différent,
totalement basé sur l'intégration de ces outils et sur l'intégration des technologies du cloud, du partage de l'information et de la synchronisation d'organisations latérales. Alors en détail, ailleurs, en fait, c'est divisé en à peu près un peu plus de 4000 micro-entreprises. Donc, la plupart ayant 10 à 15 employés. Donc, ce sont vraiment des très petites structures. Dans ces micro-entreprises, il y en a certaines, je vais détailler ça plus tard, qui sont celles qui font face au marché, qui font face aux clients. Eh bien, contrairement aux objectifs de croissance organique que nous avons dans la plupart des entreprises où, tiens, cette année-ci, je vais faire 5 à 7% de chiffre d'affaires en plus, ces organisations, les micro-entreprises qui font face au marché, en fait, ont des objectifs de croissance qui sont de 4 à 10 fois la moyenne de l'industrie. Donc, vraiment, le but du jeu, ici, c'est de mettre en place un moyen de fonctionner qui permet de surperformer par rapport à l'industrie. Et en fait, donc dans leur écosystème, il y a 200 de ces micro-entreprises qui sont face au marché, qui sont, je dirais, dans le business traditionnel. Elles font ce qu'il faut, mais elles doivent trouver elles-mêmes des nouvelles manières de faire ce genre de choses. Alors, par exemple, il y en a qui vont, dans les micro-entreprises, qui vont faire des frigos, mais pour les jeunes clients urbains. À côté de ces 200, il y en a une cinquantaine qui, elles, sont vraiment dans phase d'incubation et sont complètement à la recherche de nouveaux business. Donc, il y en a une, donc, toujours pour rester dans le mode réfrigérateur, qui voit dans quelle mesure elle peut mettre au point et vendre un réfrigérateur connecté à des fournisseurs qui vont pouvoir apporter la nourriture, détecter ce qui est besoin et la livrer dans les 30 minutes dans les grandes villes. On sait bien que les villes chinoises sont tout à fait différentes. Et alors, dans l'écosystème, il y a donc 3800 nœuds qui, eux, ne sont pas face au marché, mais sont face aux différentes entités et qui vendent, entre guillemets, en interne, des services, des ressources humaines, du design, du manufacturing, et qui sont donc en interrelation, en intercompétition, et qui donc supportent la totalité du fonctionnement, avec des règles de choix, de décision interne qui sont extrêmement décentralisées. C'est un groupe qui fait maintenant quelque chose comme 4000 entreprises, avec une quinzaine ou une vingtaine de personnes. En moyenne, tenant compte de certaines qui sont plus grosses, on est aux alentours de 50 000 personnes dans cet environnement. Eh bien, dans cet environnement, n'importe qui peut proposer de prendre la direction d'une de ces petites entreprises, n'importe qui peut proposer d'en créer une, n'importe qui peut même faire une offre compétitive sur une de ces petites entreprises si cette personne estime qu'elle peut faire mieux que le management en place, par exemple, que l'organisation. Et les personnes vont alors pitcher leur projet au personnel de cette petite entreprise, et c'est le personnel de ces petites entreprises qui va décider de rester avec son organisation actuelle ou de passer ou de shifter sur un autre modèle. Le management global du groupe supporte ce genre de choses, n'a pas vocation de prendre des décisions pour contrer ce genre de fonctionnement. Il est là pour encourager les choses, fixer des objectifs globaux, fixer les règles du jeu, mais tout se passe au sein de ces cellules dissipatives, un concept emprunté à la thermodynamique irréversible et à Ilya Prigogine, prix Nobel belge, donc réutilisons les concepts belges dans ce domaine. Donc ces structures dissipatives qui s'auto-organisent pour utiliser l'énergie qui leur est fournie de la manière la plus efficace possible. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais c'est chinois, la culture est tout à fait différente. Eh bien non, je veux dire, Decathlon fonctionne avec ce même principe. Decathlon, grand groupe mondial, eh bien, chez Decathlon, n'importe qui peut venir proposer un nouveau business, n'importe qui peut venir proposer un nouveau projet. Et je dirais, les méthodes sont un peu différentes de celles de ailleurs, mais donc chez Decathlon, la personne qui propose un nouveau projet doit venir expliquer ce projet à 5 personnes qui sont concernées par ce projet. Et ces 5 personnes donnent du feedback sur la manière dont le projet est fait. Après cette phase obligatoire de consultation, le porteur du projet décide en toute autonomie de le faire ou pas, de l'adapter ou pas et d'y aller. Le management n'a pas de veto possible dans ce domaine-là. Les employés ont totale liberté pour mettre les choses en place. Et donc, notamment, enfin, je connais bien les gens de chez Decathlon, il y a eu un projet d'ouverture d'un magasin à Namur, auquel la direction ne croyait absolument pas, mais donc la personne qui tenait absolument à faire ce magasin à Namur en a parlé avec 5 personnes, il y a eu de longues discussions, finalement
a décidé d'adapter une ou deux choses, et notamment la localisation du magasin. Et contre l'avis, malgré tout, de la direction, ben, cette personne a été autorisée à ouvrir le magasin et à le faire. Et il se fait que ça a été un succès et que ça a fonctionné. Donc, et voilà, ils ont pu y aller. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Un des objectifs de cette approche pour Decathlon, c'est d'apprendre quelque chose. Alors évidemment, il faut atteindre les objectifs et il y a ces objectifs de chiffre d'affaires qui sont là. Mais l'objectif principal, c'est d'apprendre quelque chose et de pouvoir continuer à alimenter la structure. C'est poussé au point que dans la quasi-totalité des magasins Decathlon en Belgique, les employés et les ouvriers de Decathlon décident eux-mêmes de leur salaire. Et donc, au sein d'un magasin, ils décident entre eux qui va gagner combien et de comment ça se partage. Ils décident également de leur organisation de management. Est-ce qu'il y a un directeur de magasin ou est-ce qu'il n'y a pas de directeur de magasin? Est-ce qu'il y a un directeur sur base rotative, c'est-à-dire tous les 3 mois et alors on change? Est-ce que c'est un partage de direction? Tout ça, en fait, sont des décisions qui sont prises en complète autonomie dans ce groupe-là. Et de la même manière que chez ailleurs, entre le top du groupe et la base, il y a 2 niveaux hiérarchiques. Chez Decathlon, ils suppriment les niveaux hiérarchiques et on est maintenant dans une situation où le board se trouve directement en contact avec les responsables de chaque pays et très bientôt, si j'en crois leur projet, avec les responsables de chaque magasin. Et donc, il y a pas de structure intermédiaire, il n'y a pas le comité de direction qu'on voit dans cet environnement. Tout ça fonctionne de manière beaucoup plus décentralisée. Évidemment, derrière tout ça, il y a la possibilité pour chaque individu d'être bien informé. Et donc, par rapport aux structures pyramidales, où on donne des ordres et on contrôle la manière dont les ordres vont être effectués. Ici, la structure partage de l'information et suppose que tous ceux qui participent à l'organisation ont à cœur d'atteindre les objectifs de l'organisation et vont intégrer l'information d'une manière convenable et décider de la mettre en œuvre de la même manière. C'est vraiment un autre pari philosophique dans les organisations, encore une fois, qui n'est faisable que parce qu'on a cet échange permanent d'informations, parce qu'on a atteint ce stade où tous nous avons cette habitude de contribuer à des échanges et à des discussions que nous n'avions pas dans les grandes structures autoritaires centralisées d'il y a 40 ans ou d'il y a 50 ans. Quoi. Alors, voilà, ailleurs, grand groupe chinois, Decathlon, grand groupe français international, le groupe Chronos, organisation en Flandre qui existe depuis 1991, 5000 travailleurs répartis en 200 entreprises. Un des credos du groupe Chronos, c'est les entreprises grossissent jusqu'à 40 personnes. Si elles dépassent les 40 personnes, on split et on en crée d'autres en fait. Et donc ils sont pour le moment, donc leurs 5000 personnes sont réparties dans 200 entreprises. Ils créent à peu près 20 entreprises par an. C'est extrêmement dynamique aussi. Ça bouge, ça vit, ça meurt. Les collaborateurs qui se trouvent dans un projet qui ne marche pas peuvent en reproposer d'autres ou en rejoindre d'autres. C'est quelque chose qui est extrêmement structuré. Pas du tout, cela dit, la même approche que celle que nous avions dans les groupes. Expérience belge totalement pure et dure. Quoi. Les 2 investisseurs de départ sont deux responsables historiques de l'informatique en Belgique. Et pour aller beaucoup plus bas en taille, voilà, j'aime bien Sparkle, non seulement parce que je connais Renaud qui a travaillé au Microsoft Innovation Center pendant plusieurs années, mais parce que sa philosophie en créant Sparkle a été exactement celle-là. C'est celle de pouvoir fédérer un certain nombre de personnes. Il y a une structure de base, ils sont 4 maintenant, au départ il était seul, et il travaille avec des contribuants externes qui rentrent pour leurs compétences, qui participent à l'intérieur d'un projet pour un client en fonction de la taille nécessaire. Alors, pourquoi est-ce que je les reprends? Mais parce que le layout et la photo qui est sur leur site représentent bien en fait un système dans lequel il n'y a pas un patron. Je veux dire, vous voyez que l'espace protégé avec les fauteuils, c'est en fait la salle de réunion que tout le monde peut utiliser, et Renaud, qui est le deuxième à partir de la gauche, qui est un peu en clair ici, est exactement sur le même pied que tous les autres participants dans la société, en fait. Donc, on retrouve cette approche de collaboration et de travail entre pairs. Et un point commun, vous voyez ici, c'est que les structures sont tout à fait petites. C'est-à-dire il y a une tendance justement pour pouvoir obtenir cette efficacité de fonctionnement, à réduire la taille des structures. Et une des choses qui m'a frappé dans une des réunions que nous avons eues chez Microsoft avec le management d'AB InBev, c'est quand on discutait un peu, comment faites-vous quand vous êtes le géant mondial, eh bien une des préoccupations du management, c'est de trouver le moyen d'être de nouveau petit.
Et donc, effectivement, ils sont le premier brasseur mondial. Et ils disent, mais c'est handicapant d'être le premier brasseur mondial. Comment fait-on, en fait? Est-ce qu'on consolide notre position? Est-ce qu'on avance? Comment pouvons-nous maintenir cet état d'éveil? Comment pouvons-nous maintenir cet esprit d'innovation? Et donc, ils essayent de se remettre dans des positions où ils sont petits à nouveau, c'est-à-dire en créant des structures où ils vont être minoritaires sur un marché, venir avec un produit de remplacement ou un produit compétitif dans un marché où ils ne sont pas. Ils essayent vraiment de cultiver cette approche de retrouvons en fait la petite structure qui est face à toute une série de défis, plutôt qu'être dans cette position dominante qui est la nôtre en fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça en fait? Il y a fondamentalement un substrat technologique qui est présent globalement partout, qui permet de connecter à peu près n'importe qui. Alors, on n'a pas tous besoin de nous connecter à des collaborateurs chinois ou américains ou africains, mais néanmoins, voilà, la technologie, elle fait ça. Et donc, c'est le cloud hyperscale, comme on l'appelle. Ce sont ces grandes infrastructures dans lesquelles à peu près tout peut être stocké et à peu près tout peut être calculé, parce que la puissance de stockage, la puissance de calcul est là. N'importe qui peut y accéder. Le niveau d'accès est vraiment très très bas. On parle de quelques euros par mois pour pouvoir commencer à utiliser ce genre de choses. Donc on n'a plus la barrière de l'investissement. La compétence peut suffire avec du budget qui vient des projets. C'est une infrastructure humaine de distribuer l'intelligence. Si vous vous souvenez de ma slide sur la capacité de transformation de la technologie, la connexion, la distribution des outils de l'intelligence qu'on va encapsuler dans de l'information, dans un Wikipédia ou dans un logiciel est vraiment extrêmement important. Et alors, elle permet cette coordination à faible latence parce que ça passe par le mail, ça passe par le chat, ça passe par un ping ou par un vidéo chat. Ça permet cette coordination à faible latence qui permet à tout le monde de rester plus ou moins synchronisé. Quand vous avez des mécanismes de distribution de l'information qui passent par de la validation, de la bureaucratie, d'approbation, de formation, de formatage du message, vous avez des jours, parfois des semaines qui passent avant qu'une information ou quelque chose d'utile puisse être distribuée partout. On est maintenant ici dans un environnement où ça peut se passer. Alors, culture Microsoft, donc il y a 30 ans, des gens se sont fait virer de chez Microsoft parce qu'ils ont gardé une information plus de 24 heures chez eux. En fait, la règle, c'était, vous avez une information, il faut la partager dans les 24 heures. Un client contact, il faut répondre dans les 24 heures. Donc, cette technologie de faible latence, elle est absolument vraiment fondamentale. Le deuxième élément, c'est la culture. J'ai parlé de cette culture de pairs. On discute entre égaux, en fonction de qui a la bonne compétence à un moment ou à un autre. Elle est possible également parce que il y a, et ça c'est absolument fondamental, et on l'a vu dans ce qui s'est passé au confinement, un sens de partage du risque qui doit émerger, qui doit être vraiment à la base des choses. Ce sens de partage du risque, ça a fait l'objet vraiment de tous les efforts du management, du change management de chez Microsoft. Quand on est passé à cet environnement, c'était instaurer une culture du contrôle des employés et des équipes à une culture du partage du risque entre les individus, le management et la totalité des gens dans la société, en fait. Ça, c'est vraiment un élément fondamental de la culture et ça va évidemment avec une autonomie des moyens. Pas moyen de gérer soi-même les choses si on n'a pas la capacité de faire des choses. Donc, par rapport au contrôle, comment je fais le travail, ici, on est dans un environnement où j'ai les moyens de le faire, et on l'a bien vu dans le confinement, il est très difficile de contrôler minute par minute ou au jour le jour comment les collaborateurs fonctionnent. Ils sont chez eux, et donc ils sont complètement autonomes, quoi. Donc voilà, ça c'est une culture qui est absolument importante. Alors, par rapport à ça, il y a d'autres éléments qui sont absolument fondamentaux, et ce sont notamment des éléments qui sont liés au changement cognitif induit par le fait de travailler en environnement virtuel et par le fait de travailler sur écran. Alors, le sujet est extrêmement complexe et honnêtement, dans le temps qui m'était imparti, je n'ai pas voulu ne fût-ce que l'aborder parce que, bon, enfin, voilà, il faut traiter ça avec nuance. Je vous encourage à chercher des conférences ou des présentations de Charles-Henri Russon. J'ai mis ici dans ma slide un lien vers une conférence qu'il a fait pour une organisation de bassin du Brabant wallon il y a quelque temps. C'est absolument passionnant, allez le voir. C'est extrêmement bien structuré, il y a énormément d'informations dedans et j'ai pu me rendre compte, à travers sa conceptualisation des impacts cognitifs, que tout ça explique toute une série d'éléments de fonctionnement, d'adaptation de la culture,
que j'ai vu se mettre en œuvre au cours des 15 années que j'ai passées chez Microsoft dans ce contexte-là, que j'ai vu arriver au SPF Santé publique dans leur mode de fonctionnement et dans d'autres organisations. Donc, voilà, on ne peut pas minimiser l'importance des changements de cette organisation sur le cognitif des employés, des ouvriers, des collaborateurs. Il y a énormément de choses qui doivent être mises en place et on ne peut pas le sous-estimer. Alors, vous allez voir ça dans les différents exemples qui suivent, dans les différentes contributions. Mais donc, voilà, je peux vraiment que vous recommander d'aller écouter cette conférence de Charles-Henri Husson et de voir ce qu'il publie. Donc, fondamentalement, nous sommes maintenant, nous avons basculé, il y a eu cette prise de conscience, cette réalisation collective que ça peut fonctionner comme ça, que nous pouvons maintenant passer dans des organisations qui sont des organisations adaptatives, qui sont plus contrôlées top-down, qui évoluent en fonction des différentes cellules qui s'y trouvent, qui sont basées sur la contribution individuelle dans des structures latérales et sur la solidarité du projet. Évidemment, si on travaille dans une entreprise, on va essayer que cette entreprise survive, qu'elle gagne de l'argent, qu'elle puisse fonctionner et pas qu'elle fasse faillite ou qu'elle disparaisse. Et donc, il y a vraiment cette contribution à la solidarité du projet qui est une composante vraiment fondamentale du fonctionnement. C'est mis en œuvre par le cloud. Je dirais encore une fois, c'est parce qu'il y a cette interconnexion qui est là, c'est mis en œuvre par cet environnement dans lequel on peut partager de l'information. Si je peux conclure de la manière dont je conclue habituellement, notre seul avenir, c'est le futur. Donc, à nous de voir comment nous pouvons rester relevants, rester adaptés et être vraiment dans le cadre de ce que l'évolution de la technologie et du monde nous permet. Merci. Et j'espère que vous avez des questions. Merci Bruno. On demande si c'est possible de donner le lien de la conférence de Charles-Henri Husson dans le chat, par exemple. Oui, je t'ai perdu pendant quelques instants quand j'ai. Oui, je vois que y a des petits soucis de connexion. Donc, je disais dans les questions, voilà, simplement, on demande le lien vers la conférence de Charles-Henri Husson. Si on peut éventuellement la mettre dans le feed. Et alors, une simple remarque de Jean-Christophe qui nous rappelle que, ben, voilà, ces questions de gérer le collectif, ça date de la nuit des temps. Et que, en effet, la question, c'est surtout de gérer cette hiérarchie et de gérer les connexions, voilà, par exemple, avec un représentant ou un roulement des responsabilités. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je regarde rapidement. Ou sinon, je propose, puisque voilà, on a pris un tout petit peu de retard avec, mais enfin, franchement, pas grand-chose avec les problèmes techniques qu'on a eu au départ. Je propose qu'on lance les discussions, les thématiques. Je vais peut-être vous montrer. Donc, à mon avis, je pense que vous avez tous à peu près compris la façon dont pour rejoindre les thématiques, si ce n'est que vous l'aurez remarqué, elles sont pas encore ouvertes, elles sont pas encore disponibles. Mais si vous allez dans session, dans les 2-3 minutes qui viennent, vous pourrez rejoindre la thématique qui vous intéresse. Pour rappel, donc parce que la question est revenue souvent, même si mes collègues ont déjà répondu. En effet, les sessions sont enregistrées, donc on essaiera de proposer le replay de façon je vais dire pertinente et intelligente. Le but c'est pas que vous deviez suivre toute la conférence si c'était juste un petit bout qui vous intéressait. Donc on va essayer de faire des petites capsules avec les interventions de chacun. Mais voilà, ça ce sera voilà. Donc Bruno vient de partager dans le feed. Donc n'hésitez pas. Et voilà le lien vers la conférence dont je parlais. Donc j'ai mis la référence vers Charles-Henri Husson et donc son organisation. Mais voilà maintenant le lien vers la conférence du bassin Brabant Wallon d'IPEF. Ok, super, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, donc comme je disais, donc je vais juste te faire descendre de scène, comme ça tu peux rejoindre les salles que tu désires. Ok. Donc juste, je vais vous partager une capture d'écran rapide pour qu'on soit bien d'accord. Vous avez un onglet, bon, c'est plus ou moins la même structure que la vôtre forcément,
mais vous avez donc bien le bouton session ici pour rejoindre les différentes salles. Vous aurez les boutons verts pour rejoindre les salles dès que moi-même ou mes collègues auront ouvert les salles. Donc, ne vous précipitez pas sur la première qui s'ouvre. Choisissez vraiment la salle qui vous intéresse. Vous pouvez également switcher d'une salle à l'autre, comme on vous l'a dit tantôt, en fonction de vos intérêts. Je ne vais pas partager le programme parce que je ne l'ai pas là sous la main, mais sur chaque session, vous voyez le programme avec les heures de chaque. Bon, on aura un petit quart d'heure de retard, donc voilà, prenez-en compte leur petit retard pour switcher et pour aller voir les sessions de chacun. Voilà, je vous souhaite une bonne suite des échanges et on se retrouve tout à l'heure à la fin de la session thématique, donc vers 11h30, plutôt 11h40 à mon avis, pour ensuite entendre Robert et conclure cette matinée. À tout à l'heure.